là-bas. Allez, on continue de parler du Nigeria. Le Nigeria, donc, avec cet accord sur le SMIC à 72 €, accord que rejettent les gouverneurs. Et nous accueillons sur le plateau Yves Gallet, directeur de publication de la Symphonie. Bonsoir Yves. Bonsoir Samuel, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. Jamais vous étiez donc en train de réagir à cette situation nigériane. Oui, nous pensions tout simplement que les gouverneurs ont raison. À un moment, il faut tenir aussi le langage de la vérité envers la population. L'économie nigériane ne se porte pas bien avec tout ce qu'on a dit, et la chute aussi du Naira. Avant, on disait qu'il faut avoir sa propre monnaie. Mais aujourd'hui, les Sidis au Ghana, le Naira au Nigeria ont des difficultés. Et l'Afrique pense avoir une monnaie, ce qui n'est pas évident, qu'on trouvera une solution. Et puis, il y a cette économie nigérienne là aussi qui est refermée sur elle-même, qui n'est pas très ouverte. Bon, on vante les mérites de cette politique. Mais en même temps, ce sont des entrepreneurs locaux qui produisent pour une population assez nombreuse, donc de consommateurs. Et donc, c'est cette minorité-là qui fournit finalement ces biens et services-là, qui s'enrichit parfois à des prix qui dépassent le prix si des produits exportés devaient arriver. Et donc, il y a cette connivence-là entre ces producteurs locaux-là et les dirigeants, ce qui fait que l'argent reste dans une certaine classe et ne profite pas donc à la population. Je pense qu'il est temps que ce pays qui pompeusement sur le plan continental est présenté comme la première puissance montre quand même une image d'un bien-être social, qu'on ne puisse pas dire qu'aujourd'hui le Nigeria est champion de l'extrême pauvreté devant l'Inde, et donc ce n'est pas normal avec plus de 86 millions de Nigérians dans l'extrême pauvreté. Et je pense qu'il faut faire quelque chose. Le pays, s'il se dote d'une orthodoxie dans la gouvernance, et si on lutte efficacement donc contre la corruption, je pense qu'il y a des potentialités pour que les Nigérians vivent mieux. Vous savez, les Nigérians se battent beaucoup. Ils sortent aussi beaucoup. Vous verrez plusieurs communautés nigérianes dans plusieurs pays en Afrique. En Afrique de l'Ouest, partout, il n'y a pas de pays où il n'y a pas de forte communauté nigériane. Ici au Togo, on approche même le million de Nigérians ici au Togo. Yves Gallet, la situation au Nigeria, comment vous la décrivez? On connaît un pays, c'est vrai, qui a un potentiel humain assez fort, 180 millions d'habitants, mais qui fait partie des plus pauvres du continent. Oui, c'est vraiment le paradoxe parce que on décrit toujours le Nigeria comme la première puissance économique, mais c'est fort étonnant que 400 sur 190 millions d'habitants, selon les dernières estimations en 2017, qu'il y a plus de 86 millions qui vivent, ou plus, la majorité écrasante de la population qui vivrait dans une immense pauvreté. Et bon, c'est vrai, il y a une conjugaison de plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Et aujourd'hui, nous savons que le Nigeria est le premier producteur du pétrole en Afrique avec l'Angola. Plus de 2 millions de barils par jour, mais depuis un moment, il y a la chute du prix du baril à l'international. Et puis, il y a un climat d'insécurité qui déteint aussi sur la production du pétrole. Et régulièrement, il y a les installations de production du pétrole qui sont attaquées par les rebelles. Et puis, au-delà de la production du pétrole, qui occupe 70% des recettes publiques, les autres secteurs apportent faiblement à l'économie, notamment dans l'agriculture et dans les autres secteurs. Donc ça explique un peu les difficultés du Nigeria. Et puis la mauvaise gestion du pays, la corruption, les confrères en parlaient déjà. Le Nigeria est l'un des pays les plus corrompus au monde. Et aujourd'hui, et ça fait plus de 10 ans que les centrales syndicales sont en train de revendiquer, de réclamer une hausse du salaire minimum. Et c'était une campagne du président Buhari aussi en 2015. Et il tient à relever ce défi.
C'est pourquoi en décembre 2017, il avait mis sur pied une commission tripartite composée des représentants des États fédérés. Et il y a 36 États au Nigeria, avec les représentants du secteur privé et les centrales syndicales. Et donc, ce comité a fait un travail de fond et a rendu récemment un rapport. C'est le contenu de ce rapport-là qui fait polémique aujourd'hui parce que le président Buhari, il est tenté de relever le défi et sa promesse de campagne. Et il est tenté, mais devant lui, il y a un blocage, les gouverneurs. Et donc, le pouvoir appartient en partie aux gouverneurs, 36 États qui doivent décider. Donc, les gouverneurs disent non à l'augmentation du SMIC parce que déjà 18 000 naira, l'équivalent de près de 20 000 CFA. C'est incroyable. C'est difficile à payer parce que il y a les charges sur le budget de chaque État que les États n'arrivent pas à assumer. Et puis les attributions sur le budget du gouvernement fédéral ne sont pas assez conséquentes. Donc les gouverneurs trouvent que augmenter encore cette charge va leur poser assez de soucis. On veut juste l'amener à 48 000 CFA, 30 000 naira, mais ils disent non, que ce n'est pas possible. Donc ça ouvre encore la voie à des manifestations, à des grèves dans les prochains jours. Germain Soso, est-ce que l'un des problèmes du Nigeria, peut-être ce que soulignait Yves, 70% repose sur le pétrole et les autres activités ne contribuent pas beaucoup? C'est pas parce que c'est un pays un peu pétrodépendant? Oui, c'est ça, voilà, c'est aussi ça. Mais avant de répondre à la question, il y a un paradoxe aussi qu'il faut relever. Ces gouverneurs qui ne veulent pas qu'on augmente le SMIC des populations, des travailleurs, il faut aussi voir le train de vie de ces gouverneurs. Quand vous faites la comparaison, vous voyez qu'il y a, c'est entre le jour et la nuit. Donc, alors, s'ils ne veulent pas qu'on augmente le SMIC des travailleurs, parce que beaucoup estiment que c'est pour des campagnes électoralistes, alors il faut trouver quand même un moyen, parce que la population vit dans l'extrême pauvreté et ils vivent comme des seigneurs. Il faut revoir, parce que s'il faut à un moment donné que le Nigeria arrive à l'équité sociale, il faut revoir le train de vie d'un certain nombre parce que les gouverneurs, indépendamment des autres primes, ils sont à, je crois, 35 000 euros, c'est trop. Ouais, c'est de 22 millions CFA. Non, mais ce n'est pas possible. Donc ce paradoxe-là, vous êtes dans une manne, vous faites partie donc de cette minorité-là, et vous estimez que les travailleurs, grâce auxquels vous avez cette manne-là, qu'on les laisse dans les... Donc il y a un problème là. Donc il y a aussi, il faut dire qu'il y a une volonté d'empêcher peut-être M. Buhari de réaliser, sinon la réalité est là. Ouais. Bon, maintenant sur le plan effectivement national, il faut peut-être que demain le Nigeria aussi développe un certain nombre de secteurs, parce que nous avons dit le pétrole. Le pétrole, quand vous me parlez de la chute de baril, tout ça là, mais il y a d'autres aspects que nous n'osons pas dire sur le projet. Aujourd'hui, il faut que nous ayons le courage de parler. Nous sommes des Africains, mais le pétrole qu'on extrait sous nos sous-sols, comment il est géré? Qui les extrait? Quels sont les contrats? Pourquoi les populations sont-elles aussi pauvres? Et demain, il faut vraiment faire l'effort pour que les Africains puissent véritablement être eux-mêmes. Peut-être que les pourcentages qui ne disent jamais leur nom, les autres, les dessous de cette exploitation, qui font que nous n'avons pas quasiment quelque chose, grand-chose, mais il faudra peut-être renégocier demain les choses. On nous a dit qu'en Côte d'Ivoire, c'était politique qu'on a voulu renégocier les choses. Mais demain, il faudra jouer sur ces choses-là pour que les Africains, les écoliers, nos écoles, je ne sais pas, nos maternités puissent être véritablement construites. Donc le problème aussi est là. Il faut un jour discuter de comment notre source est. D'accord. On va changer de registre. On passe maintenant au Gabon. Là, c'est un tout autre sujet. La Cour constitutionnelle du Gabon a modifié la constitution pour pallier l'absence du président Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis 3 semaines à Riyad en Arabie Saoudite. Une décision dénoncée jeudi avec véhémence par l'opposition et la société
civile qui parle d'un coup de force. Tard mardi soir, Marie-Madeleine Mborantouo, présidente de la Cour constitutionnelle, tenez-vous bien, depuis 1991, a convoqué la presse pour lui faire part de la décision de la Cour de modifier la loi fondamentale et de faire face à l'indisponibilité temporaire du président du Gabon. Ce dernier, il faut le rappeler, est hospitalisé en Arabie Saoudite depuis le 24 octobre dernier à la suite d'un soi-disant malaise, de vertige suivi d'un saignement. C'est selon Germain Pouli. C'est encore là l'africanité, c'est-à-dire la Constitution est là, il faut constater normalement la vacance et passer à autre chose, mais on met un cas spécial de vacances temporaires que la Constitution n'avait pas prévu. Oui, bon, je crois qu'ils ont plutôt parlé de indisponibilité temporaire. Oui. Qui est différente de la vacance. Dans la vacance, et quand les juges de la Cour constitutionnelle gabonaise expliquent, c'est en cas de décès, en cas de démission ou en cas d'empêchement de condamnation du président, donc le pouvoir est vacant et il faut l'occuper. Donc, dans le cas d'une maladie, ce n'est pas prévu par la Constitution. Donc il y a un vide à ce niveau. Et il se fait que c'est le président qui doit convoquer les conseils des ministres. Il se dit aussi que c'est lui qui doit avoir certains dossiers avant qu'il ne passe, alors que depuis presque 4 semaines, il est hospitalisé et qu'en 3 semaines, il a été assez difficile pour le vice-président, aussi bien pour le Premier ministre, de pouvoir organiser un conseil de ministres. Il a fallu recourir à la Cour constitutionnelle, donc qui a donné son accord avant que cela puisse se faire. Et donc, dans ce qu'ils appellent une urgence, les membres de la Cour constitutionnelle donc, ont décidé de modifier la Constitution et donc d'inclure l'indisponibilité temporaire qui pourrait donc permettre donc, au vice-président ou au Premier ministre donc de pouvoir avoir certaines attributions du président de la République, donc ce qui est fait donc, pour sauver une certaine situation, donc du fait de cette indisponibilité qui se prolonge un peu, mais qu'on ne veut pas assimiler à une vacance de pouvoir qui doit pouvoir amener le pays donc, à mettre à la place le président du Sénat. Ici, c'est une dame qui est la présidente du Sénat et qui, dans les 60 jours, je pense, qui viennent, devrait pouvoir organiser des élections pour remplacer le président. Donc, on n'en est pas là, même si des rumeurs disent que véritablement, on est en train de passer d'une indisponibilité à une vacance. Donc, pour le moment, la Cour constitutionnelle a choisi de parer à l'essentiel, de parer au plus urgent, donc en révisant à la loi fondamentale et en y introduisant donc cette possibilité-là pour le vice-président et pour le Premier ministre de pouvoir gérer certains dossiers en attendant dans le retour du président. Yves, est-ce que ça règle la situation ou c'est juste des palliatifs qu'on trouve à l'existant? Non, ça ouvre la voie plutôt à un désordre qui ne dit pas son nom. C'est une polémique que la Cour constitutionnelle vient d'allumer. Parce que déjà, les organisations de la société civile et les opposants montent au créneau pour dénoncer un coup d'État constitutionnel. Quand vous prenez l'article 83, donc, qui est utilisé aujourd'hui par la Cour constitutionnelle pour modifier la loi fondamentale, et cet article ne donne pas plein pouvoir à la Cour constitutionnelle de modifier normalement et cette constitution. Je ne sais pas quelle interprétation les juges de la Cour constitutionnelle sont en train de faire de cette disposition, parce que l'alinéa utilisé dit que la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions de la République. Et bon, je ne vois pas là où se trouve la prérogative pour modifier la Constitution. Mais je crois que c'est ce qui est fait. Et
Vous savez très bien que la présidente de la Cour constitutionnelle, depuis 1980, Marie-Madeleine, elle était mariée à Oumar Bongo. Oui, elle a deux enfants avec, donc il s'agit de protéger les intérêts de ses enfants. Et ce qui est fait aujourd'hui, pour bien lire la situation politiquement, et l'État, ou du moins la Cour constitutionnelle, est en train de prendre des dispositions pour que le pouvoir n'échappe pas au clan Bongo. Et ce qui veut dire, parce que la présidente du Sénat, à qui normalement le pouvoir devait revenir selon l'article 13, et cette présidente, en vérité, était membre du parti au pouvoir, du Parti démocratique gabonais. Donc, on peut se demander quelles sont les réelles motivations de la présidente de la Cour constitutionnelle en essayant de réintroduire, entre griffes, illégalement, un nouvel alinéa à l'article 13 pour imposer un autre représentant du président de la République. On ne comprend rien parce que si on est dans la dynamique de la conservation du pouvoir pour le clan Bongo, la présidente du Sénat est un membre du parti au pouvoir. Pourquoi maintenant créer une situation anormale pour imposer? Donc il y a effectivement un calcul politicien qui est derrière cette démarche de... Oui, comme l'a dit notre concitoyen. Vous savez, pour aller vite, en Afrique, à partir d'un certain moment, le pouvoir n'est pas pour tout le monde. Il ne faut pas avoir il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le cas du Gabon s'inspire du cas togolais. Alors, vous venez bien de le décrire en disant, mais voilà des gens d'un même groupe familial, d'un même groupe politique. Mais pourquoi telle personne? Souvenez-vous au Togo, lorsque le chef de l'État est mort, paix à son âme, mais notre constitution était claire. Lorsque le chef de l'État n'y est pas, c'est le président de l'Assemblée qui devait prendre la suite des événements. Mais le président de l'Assemblée était là, il était vivant. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé un moyen pour le bloquer, pour trouver des subterfuges. Et donc, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, comme l'a dit mon ami, il s'agira de garder le pouvoir. Et quand même on a la volonté de garder le pouvoir, même si on est ensemble, ce n'est pas à tout le monde qu'on confie le pouvoir. Donc, comme vous le dites, c'est la volonté de l'État gabonais, des caciques qui ont le pouvoir, de faire en sorte que le pouvoir ne puisse pas échapper à leur contrôle. Et ce sont les stratégies qui sont en train de mettre... Oui, mais leur contour, le Sénat, c'est leur contour aussi. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi? On veut forcément maintenir le pouvoir dans la famille Bongo. C'est ça. Mais c'est ça, c'est ce qui s'est fait au Togo. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple du Togo. Mais quand le chef de l'État, le président Yadema, était mort, c'est M. Nachaba qui devait prendre le pouvoir. Mais on l'a écarté. On a tout fait pour que l'actuel président prenne le pouvoir. Donc c'est de la même manière ce qui se passe. Et donc les calculs se poursuivent. Parce que vous venez de le dire, parce que finalement, et par rapport à votre raisonnement, quelle preuve aujourd'hui vous avez que le président gabonais n'est pas mort? Je ne dis pas qu'il est mort. Mais quand on dit la constitution gabonaise n'avait pas prévu en cas de maladie. Qui nous dit qu'il est malade? On a dit qu'il est malade, mais qui nous dit qu'il n'est pas mort? Alors, si après on fait tout ça là et on vient vous dire finalement qu'il est décédé, mais on vous a déjà berné tout au moins. Quel est le bilan de cette qui rend compte de l'état de santé du président pour que les Gabonais sachent véritablement dans quelle situation il est? Alors donc, tout cette alchimique là, s'inspire du cas togolais. Donc, vous savez, en Afrique, il y a ces pays là qui sont le Togo, le Gabon, la RDC, c'est les enfants d'un même fœtus. Alors donc, il s'agit tout simplement de conserver le pouvoir et de dire aux autres Africains, de dire non, le pouvoir politique, ce n'est pas tout le monde. Mais je crois que les Gabonais, vous l'avez si bien dit, il y a l'opposition politique qui est là, mais il y a les organisations de la société. Chez nous, au Togo, nous avions quand même, à un moment donné, nous n'étions pas, quand nous sommes descendus dans les rues, avant que le chef de l'État ne recule et qu'on trouve un moyen finalement pour qu'ils reviennent. Donc je crois que les Gabonais, ça ouvre véritablement une situation que personne ne saura dire ce qui va se passer. Mais je ne pense pas que les Gabonais vont fermer les yeux jusqu'à les jours, les semaines qui vont venir. On ne sait pas ce qui va se passer au Gabon. Mais je voudrais juste rappeler que ce qui se passe actuellement au Gabon, c'est déjà produit une fois. Et du temps de Léon Ba, qui a dirigé le pays de 61 à 67, qui avait souffert d'un cancer.
Et il a passé 2 ans hors territoire gabonais. Il était hospitalisé en France et c'est depuis Paris qu'il dirigeait le Gabon durant 2 ans. Et entre-temps, quand on s'était rendu compte qu'il est irrécupérable, et rapidement, Omar Bongo a été nommé vice-président et ça s'est passé à l'ambassade du Gabon en France. Et peu après, il a été... ahurissant. Et il a pris le pouvoir dans ces conditions. Et l'État... vous parliez de l'état de santé de Bongo, il faut dire que c'est un véritable... c'est-à-dire l'état de santé des présidents africains même, c'est un véritable casse-tête. C'est-à-dire, c'est le secret le mieux gardé dans les pays africains. Et même Ali Bongo, aujourd'hui, qui est encore sur le lit d'hôpital, on ne sait pas s'il est encore vivant ou pas. Vous savez qu'il traîne un mal depuis des années. Et quand son papa était hospitalisé à Barcelone, il luttait contre la mort. Lui aussi, il était à l'hôpital américain de Paris. Et lui aussi, il luttait contre la mort à l'époque. Et il souffrait de diabète, de l'hypertension artérielle. Il était hospitalisé d'urgence à l'époque, avant que lui, il ne s'en sorte. Mais il traîne toujours les séquelles depuis là. Et il suit un traitement. Malheureusement, il n'est pas aidé par son entourage, puisque sa femme, la première dame du Gabon, ne résiste pas au Gabon. Elle est tout le temps à Londres. Et oui, elle est résidente à Londres. Et c'est quand il y a des cérémonies officielles que elle descend pour quelques apparitions et après elle repasse. C'est la conservation. Oui, donc Ali Bongo aujourd'hui, c'est vrai que son état de santé est alarmiste. On ne peut pas se prononcer vraiment sur il faut conserver le pouvoir. Mais ça pose l'acte qu'a posé la Cour constitutionnelle, pose aussi la question du sens même qu'on donne à la vacance du pouvoir. Oui, non, je crois que c'est tout l'intérêt du débat. Je ne crois pas qu'il s'agit de conserver le pouvoir, puisque dans tous les cas, la législative vient d'être remportée par ce parti. Le Sénat est dirigé par un membre de ce parti, le vice-président de ce parti, le premier ministre de ce parti. Donc, il n'y a pas de possibilité. Tout l'appareil politique est là. Oui, donc, ça veut dire que ce n'est pas une question de qui va remplacer le président. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des rumeurs folles au Gabon. Le président serait mort, il serait dans un état critique. Et comme l'a dit Yves, la santé des présidents, pas seulement africains, de tous les présidents, ce n'est pas des choses qu'on communique. Le président nigérian dont on parle, mais tout le temps il est à Londres pour se soigner. Il passe des mois parfois. La dernière fois qu'il était à Lomé, après le sommet de la CEDEAO du 31 juillet, il est reparti directement à Londres pour se faire soigner. Mais les Nigérians ne savent même pas de quoi ils souffrent. Ce n'est pas des informations qu'on donne. Et puis, vous savez, donc cette situation a fait que certains pensent que le président est mort. Donc, il y a vacance du pouvoir. Il faut que la présidente du Sénat prenne les commandes et qu'on aille aux élections pour avoir un nouveau président. Alors que le président n'est pas mort. En tout cas, on n'a pas la preuve qu'il est mort. Donc, s'il est dans un état de capacité de diriger la le Gabon, on n'a pas besoin de le voir dans un cercueil d'abord. Il ne peut même pas bouger. Il est dans l'incapacité de diriger. Le pays n'est pas sa propriété. Il est dans l'incapacité de diriger, ce n'est pas encore la vacance. Puisque tout le... Non, c'est quoi la vacance? C'est quoi la vacance? C'est le décès forcément. Si un chef d'État devient débile... S'il vous plaît, la vacance a été clairement définie. Soit le président décède, soit il démissionne, soit il est condamné, il ne peut plus exercer. Voilà. Donc, dans ces 3 cas-là, il y a vacance. Le pouvoir est libre. Voilà, actuellement. Aujourd'hui, le président est malade. Il ne peut même pas parler. Il ne peut même pas. Est-ce qu'il se reconnaît lui-même? Oui, peu importe. Voilà. Il n'est pas mort, il n'a pas démissionné. Il peut guérir et revenir. Donc, on ne peut pas organiser une élection parce que c'est comme que... Mais il y a une période. Non, il n'y a pas de... Non, c'est comme vous êtes, par exemple, vous êtes directeur de votre organe. Vous tombez malade pour 3 mois, on dit, bon, il faut nommer... On parle d'un État. C'est un exemple. Oui, non, je crois que... Il
faut dépassionner le débat. Non, on a dit, au moins, la présidence gabonaise a eu le courage de dire, moi, la vérité ou une partie de la vérité. Si le président était mort, moi, je ne crois pas qu'on peut cacher la mort. Mais il faut conserver le pouvoir. Oui, j'arrive. Non, le pouvoir est déjà... Mais chez nous, ici, comment ça se fait? Le pouvoir est déjà dans les mains du même parti. Toutes les institutions, toutes les personnalités qui peuvent succéder à Ali Bongo sont déjà du même parti. Donc, il n'y a pas de crainte à dire qu'on veut conserver le pouvoir. Aujourd'hui, c'est juste pour dire aux Gabonais, il n'y a pas vacances, il y a une indisponibilité. Ça veut dire que votre président va guérir. Il va revenir, la preuve, il y a des messages dans ce sens. Et donc, pour revenir, moi, je voudrais revenir sur la définition de la vacance du pouvoir. Je crois qu'il y a un amalgame de ce côté. Et quand vous prenez l'article 13 de la Constitution du Gabon, il y a vacance du pouvoir et empêchement définitif du président de la République. La vacance... Je propose, Yves, on va revenir sur le sujet parce que c'est pour suivre le journal. Jamais c'est peine perdue. C'est peine perdue. C'est la conservation. C'est la conservation. Pour vous, il est bon. Mais...